Cube Radio. En direct à LCN. Il voulait bouder son plaisir aujourd'hui. Une annonce faite en collégialité par le gouvernement Legault sur l'agrandissement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui en a bien besoin. Investissement donc colossal, au bas mot 4 milliards, échéancier 8 à 10 ans. C'est ainsi qu'on commence notre joute des analystes. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Bonsoir. Sophie. Alors, Bonsoir. Emmanuel, d'abord, c'est pas d'hier qu'on l'espère, cette pelletée de terre qui viendra un jour dans l'est de la ville. Mais c'est pas pour demain, comme dirait un certain Jean Perron, il y a loin de la soupe aux lièvres. Non, c'est pas pour demain, mais objectivement, c'est pas pour dans 8 ans non plus. La réalité, c'est qu'on l'attend et on en discute depuis longtemps, mais à partir du moment où le gouvernement s'est vraiment penché sur le problème, il y avait des choix stratégiques complexes à faire. Est-ce qu'on le fait en une phase, en deux phases? Est-ce qu'on le fait sur un autre lieu? Là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tout ça, c'est ficelé. Le dossier d'affaires est fait. Là, on commence vraiment à lancer tout ce qui est honoraire, les plans, les devis, etc. Ce qui fait dire à M. Dubé qu'objectivement, d'ici un an, d'ici début 2025, on aurait la première pelletée de terre. C'est un début, mais c'est sûr que c'est compliqué. On n'est pas dans un champ. Puis, comme dit l'expression, faire du nœud dans du vieux, c'est toujours plus long, c'est toujours plus complexe, c'est tout le défi. Le projet du CHUM, là, ça s'est fait en 4 ans et demi, M. Barrette le disait. Pourquoi c'est si long dans ce cas-ci? Moi, j'ai souvenir aussi, au début de la pandémie, cet hôpital que les Chinois ont construit en 3 semaines. Vous vous rappelez de ça? Le CHUM, effectivement, en 4 ans et demi, en plein centre-ville. À l'ajoute, Gaétan Barrette, là, évidemment, qui a ses intérêts dans ce débat-là, parce que lui-même avait annoncé ça en 2018 dans sa vie antérieure de ministre de la Santé. Rien ne s'est passé. Lui, il pose des questions sur le délai de 10 ans. Selon lui, il y a un peu de subterfuge là-dedans pour étaler les coûts, là, amortir sur une plus longue période les coûts. M. Dubé dit ça se fait en une phase parce qu'il était question de faire des étapes là, initialement, justement parce que ça coûte très, très cher. Selon M. Barrette, en tout cas, il pose des questions là-dessus. Mais chose certaine, en tout cas, c'est un projet qui est tellement évident. Je ne sais pas s'il y a en Occident, s'il y a un autre endroit au monde où il y a un hôpital, là, je pose la question, qui dessert 10 de sa population et dont la façade tient avec la broche à foin. Parce que c'est le cas à Maisonneuve-Rosemont. Je pose la question. Mario, veux-tu répondre à la question? Bonne question de Paul, ça. Je ne peux pas répondre à la question, mais Paul la pose une bonne. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas le goût. C'est tellement une bonne nouvelle, puis c'est tellement un hôpital important pour Montréal, puis pour l'Est de Montréal, qu'on peut pas... on ne veut pas cracher dans la soupe, mais c'est quand même un peu gênant de voir qu'au Québec, on puisse laisser des bâtiments aussi importants. La médecine qui se fait là-dedans, là, c'est incroyable. Les plus grands spécialistes du cancer. Je me souviens d'une entrevue que j'avais faite il y a une couple d'années avec un médecin qui avait fait une greffe du visage et qui était une première quasiment mondiale. Non, mais c'est des génies là, de Maisonneuve-Rosemont. Mais comment, dans un contexte comme ça, on a pu laisser un bâtiment au Québec dans un tel état de décrépitude? Il n'y a pas de quoi être fier. Oui, et ce sont ces artisans qui le tiennent à bout de bras, littéralement, avec ben de la broche. Reprise des travaux à Québec demain. Beaucoup de marrons au feu, on l'a vu, coût de la vie, demande des maires, crise du logement, crise climatique, crise d'itinérance, négociation du secteur public. Un automne, donc, à l'image du réchauffement climatique qui s'en vient. Peut-être des records de chaleur à prévoir, Emmanuel? Oui, parce que le gouvernement est confronté à une forme de tempête parfaite, je dirais. On parle beaucoup de crise du coût de la vie, mais là, on est quasiment rendu dans une crise des services publics. Et c'est l'espèce de nœud gordien que le gouvernement doit essayer de démêler, qu'il essaie de résoudre, mais sur 2 fronts en même temps. Il y a la question des syndicats, puis il y a la question des réformes que les ministres sont en train de mettre en œuvre, pour lesquelles ils ont besoin de la collaboration des syndicats. Puis là où c'est particulièrement difficile, c'est que c'est l'œuf ou la poule, Sophie. Le gouvernement dit, moi, je parle pas d'argent avant qu'on règle l'organisation du travail, parce que c'est la ligne rouge. On veut régler ça une fois pour toutes. On juge que c'est essentiel. Puis les syndicats, ils disent, moi, je parle pas d'organisation du travail avant qu'on ait parlé d'argent. Parce que la pandémie mise à part, je pense qu'on peut convenir que ça sera la première véritable épreuve du feu pour le gouvernement Legault, là, sur plusieurs fronts. En même temps, c'est ce qui arrive. Et, tout le monde est en demande en ce moment des municipalités aux syndicats, les services sociaux. Et c'est une période où le gouvernement Legault devra apprendre à dire non. Et dire non en politique, c'est jamais facile. Voilà pourquoi l'automne sera assez mouvementé, je pense. On a vu, Mario, à la FIC dans les rues jeudi. Bon, le ton monte. Il a été question beaucoup de la batte bleue là, ces jours-ci. Est-ce que tu vois venir, toi, une grève générale illimitée là, qui touche santé et éducation? Ton nez te dit quoi? Bien,
Ouais, bien là, c'est ce qui commence à être discuté. La semaine prochaine, c'est une tournée officielle des chefs syndicaux, là, des 4 du Front commun, tournée à travers le Québec pour demander à leurs membres s'ils sont prêts à ça. Donc là, ils parlent ouvertement de grève générale illimitée. Ceci dit, moi, j'ai fait une entrevue aujourd'hui avec le président de la CSQ. J'ai posé 2-3 fois la question assez directement. J'ai pas senti, oui, on est en stratégie, on bâtit un rapport de force, on bâtit un rapport de négociation dans lequel on inclut la grève générale illimitée. Je les ai pas sentis prêts à fermer tous les bureaux du gouvernement, tous les écoles. La grève générale illimitée, je pense que ça demeure un scénario extrême qu'on n'exclut pas, mais il n'y a pas grand monde qui a l'air affamé d'aller là. Ouais. Bien, en terminant, on avait pourtant entendu les partis politiques dire qu'ils boycottaient Meta. 2 exceptions là, pour Québec solidaire, Parti libéral, qui ont acheté de la publicité sur Facebook et Instagram pour la parcelle de Jean Talon. Le député Pascal Bérubé qui n'a pas manqué de le souligner sur X en disant, en écrivant « Solidaire, mon œil ». J'entendais Vincent Marissal répondre à Julie, là, répondre « On ne peut pas faire autrement pour rejoindre la jeune clientèle ». Ça vous dit quoi, Manuel? Bien, ça me dit que les principes en politique, c'est un peu comme la liberté d'expression. C'est facile de se draper dedans, là, tant que ça coûte rien. Mais à partir du moment où il y a un coût politique à défendre le principe de ce boycott-là, bien là, tout d'un coup, on se trouve des excuses. Puis c'est exactement ce qu'on voit avec Québec solidaire, ça là-dessus. Ouais. Bien, on va parler du congrès des conservateurs fin de semaine dernière qui vient de se terminer. Beaucoup de choses à dire. Les déboires de Justin Trudeau également en Inde qui n'ont pas échappé à son adversaire. On en discute dans quelques minutes. Alexandre, dans le monde des nouvelles un peu étonnantes et insolites, il y en a une qui est très liquide. Une qui est très liquide. Mario, écoute, on va écouter un tout petit peu comment ça sonnait dans les rues du village de São Lourenço do Barrio, qui se trouve au Portugal. Alors là, tu vas me dire... C'est une chute, une cascade. Exact, le bruit d'une chute, d'une cascade. Oui, mais pas une cascade d'eau, Mario, puis pas vraiment une chute naturelle. Non, c'est le bruit de plus de 2,2 millions de litres de vin rouge qui se sont écoulés dans les rues de ce village-là. Au Portugal, il y a beaucoup de villages qui sont faits en pente et vraiment là, dans la rue qui descend comme un torrent rouge de vin qui se met à couler après que 2 grosses barriques de vin d'une distillerie qui avait un peu plus haut sur la rue, donc un endroit où on fait du vin, ont brisé littéralement, puis ça s'est mis à inonder les rues. Pourquoi? Parce que moi, je comprendrais une, tu sais, s'il y en a une barrique qui pète, mais est-ce qu'une a fait péter? Pourquoi 2 explosent en même temps? Ou est-ce qu'il y a eu une explosion qui a fait péter 2? Pourquoi? J'ai jamais compris le 2 dans cette manchette-là. C'est peut-être la valve qui connecte les deux, cuves ensemble. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'explication qui a été donnée, mais les images font le tour du monde, Mario, en ce moment, parce que, Et c'était du bon vin, là. C'était du vin propre à la consommation. Ah, absolument. Il y a de quoi de briser le cœur, Mario, de voir le flot rouge comme ça descendre, mais c'est surtout assez spectaculaire. Merci. Le problème, c'est qu'on avait peur que ça se ramasse dans une rivière, ni plus ni moins tout ça, parce que en coulant, ça aurait pu venir contaminer les stocks d'eau de la rivière. Heureusement, ça s'est pas rendu jusque-là. Il y a quelqu'un qui a eu son sous-sol inondé de vin, par contre, Mario, qui va devoir résoudre les dégâts. Sous-sol inondé de vin, je sais pas si c'est sali peut-être. C'est sali peut-être un peu en descendant. Là. Je sais pas si je prendrais un verre. Puis en fait, sais-tu quoi, je suis pas mal sûr. J'essaierais d'y goûter quand même, me connaissant. Mais ça fait penser quand même, Mario, qu'il y a 3 ans, il y a un incident un peu similaire qui s'est déroulé en Italie, dans le village de Setecani, dans lequel, ce qui est arrivé, c'est justement, un vignoble, un endroit où on faisait du vin, avait eu un petit problème. Habituellement, elle était branchée directement avec le complexe d'aqueduc de la ville pour prendre leur eau, la pomper puis l'utiliser pour faire du vin. Mais il y a eu un problème dans la pression qui a changé puis qui a fait en sorte que la valve, au lieu de prendre de l'eau pour l'amener dans les cuves pour faire le vin, elle allait de l'autre côté. Puis c'est tout le vin de cet endroit-là qui se ramassait dans l'aqueduc de la ville? Dans l'aqueduc du village de Setecani, ce qui fait, puis c'est maintenant, on appelle ça le miracle de Setecani dans la petite communauté, parce que les gens ouvraient leur robinet, puis il y a du vin qui coulait propre à la consommation, et les gens commençaient à l'embouteiller. C'est mon genre de village. C'est mon genre de village aussi, Mario. Il y a des gens qui l'emboutteillaient le plus rapidement possible. Malheureusement pour eux, ça s'est terminé rapidement. J'en reviens au Portugal, là, c'est que le vin rouge, ça tâche, là. Ouais, c'est ça le problème. Moi, leur trottoir va avoir une petite teinte là, pour une couple d'années à venir. Ouais, ça va être long à nettoyer, Mario. Merci, Alexandre. Cube Radio. En direct à LCN. En direct à LCN.
On peut dire que l'Inde ne porte pas chance à Justin Trudeau après ses faux pas vestimentaires en 2018, son avion paralysé. Et d'ailleurs, ces déboires mécaniques, là, les conservateurs de M. Poilievre n'ont pas tardé à les récupérer sur les réseaux sociaux. Vous voyez par vous-même, Trudeau expérimente maintenant les mêmes délais de vol qu'il a imposés aux Canadiens à cause de sa mauvaise gestion des aéroports fédéraux. Ou encore, le cirque interminable de Trudeau est cloué au sol en Inde. Alors, Paul, vraiment, il y a des occasions de la vie politique qu'il ne faut pas manquer. Ben, en tout cas, les conservateurs en ratent pas une en ce moment. Là, tout. Tu sais, je disais tout à l'heure, en politique, quand tout va bien, puis quand tout va mal, tout va mal. On a le parfait exemple en ce moment. Là, il y a bien sûr les sondages, mais en même temps, quand on y pense que l'avion qui transporte le premier ministre d'un pays membre du G7, tellement vétuste, l'appareil qui ennuie technique à répétition, tu sais, c'est gênant. Là, peu importe de qui il s'agit, c'est le premier ministre du Canada, peu importe sa couleur politique. C'est pas la première fois que ça arrive. Puis en plus, quand on y pense, la résidence officielle du premier ministre à Ottawa est devenue une maison des horreurs. Mais en même temps, bon, pour Pierre Poilievre, écoute, il fait flèche de tout bois en ce moment. Mais attention, là, si jamais il est élu, c'est le genre de problème qui risque de le rattraper. Hein. C'est ça. Tu y fais référence, Paul. Mario, le symbole était fort, bien sûr. Il se devait de récupérer, mais en même temps, sur le fond, là, qu'est-ce qui traduit cet incident-là pour le gouvernement Trudeau? Là? Ben, c'est un accident. Oui, Paul a raison de dire que nos avions sont dans un mauvais état, mais c'est une malchance. Mais on fait des farces avec l'Inde, mais c'est vrai, il y a quelque chose, il y a une malédiction pour Justin Trudeau dans ce pays-là, parce que l'affaire des costumes en Inde, là, pour moi, c'est majeur. Là. Jusque-là, Justin Trudeau avait une image de ses voyages internationaux, là, une image positive. Il est arrivé quelques petites affaires, mais rien de grave. Et c'est à ce moment-là que toute l'image a basculé, qu'il faisait trop, qu'il faisait trop de photos, qu'il pensait rien qu'à son image, qu'il n'était pas sur les contenus. Et dans ce cas-ci, oubliez l'avion. Là. Avant qu'il embarque dans l'avion, son voyage en Inde a mal été en batèche, là. Hey, au G20, ses points n'ont pas passé. Encore là, c'est pas de sa faute, mais sur l'Ukraine, sa position. Et l'accueil qu'il a eu de l'Inde a été très mauvais. La réconciliation qu'il voulait avec le premier ministre n'a pas eu lieu. Et pour le premier ministre, il lui aurait dit le Canada est considéré comme un pays qui encourage les séparatistes de l'Inde, les Sikhs. Alors, la relation est restée très tendue avec l'Inde. Donc, disons que son passage en Inde avait mal été en général. Il rembarque dans l'avion pour sacrer son camp chez eux. L'avion part pas. C'est sûr que c'est pas une bonne fin de semaine. Ouais. Emmanuel, attends un petit peu. Avouez que les images sont fortes, on le dit. Là. Un avion libéral paralysé de l'autre côté de la planète, un chef conservateur qui joue à l'agent de bord du vol du gros bon sens. On écoute ça 2 secondes, ça vaut la peine, Emmanuel. Who's ready for a home you can afford? Who's ready for some common sense? Pour le gros bon sens. Oui, le vent dans les ailes, Emmanuel. Le vent dans les ailes, exactement. Il faut comprendre là, que c'est un avion, ça fait partie des vols supplémentaires que WestJet avait déployés pour le Congrès conservateur. Donc, on savait que c'était tous des militants conservateurs. Sur l'affaire de M. Trudeau, c'est sûr qu'en politique, quand ton mode de transport devient une métaphore sur pourquoi tout va mal dans ton gouvernement, là, avion en panne, gouvernement en panne, c'est l'horreur. Mais sur le fond du dossier, sur les avions, il y a une personne qu'il faut blâmer pour ça, puis il s'appelle Jean Chrétien. À partir du moment où Jean Chrétien s'est mis à faire du capital politique, puis à baptiser cet avion-là le Taj Mahal, sous prétexte qu'il y avait un lit, une petite salle de bain, là, puis un petit bureau pour le premier ministre, mais il n'y a plus jamais un gouvernement après ça qui a eu le courage ou qui a voulu prendre le risque de faire des investissements de base dans des avions qui ne prennent pas 50 heures pour faire le tour de la planète, puis dans une résidence du premier ministre qui tombe en ruine aujourd'hui. Ouais. Cela dit, un petit mot sur le Congrès. Mario, pour toi, tu as retenu quoi? Est-ce qu'ils ont marqué des points auprès de la clientèle québécoise? Oui, c'est un congrès auprès de la clientèle québécoise. Son message n'est pas proprement québécois, mais je pense que son message sur l'inflation, il y a eu des occasions pour le passer. Il a pu attaquer le bloc, mais c'est un congrès globalement réussi. Il est arrivé, d'abord, il a été précédé de bons sondages. Il y a eu quelques petites controverses, mais c'est passé après. Et quand même, le discours de Pierre Poilievre, on peut aimer, ne pas aimer, mais c'est un discours de contenu. Il a fait de parler plus qu'1 heure. Moi, ce que ça m'a fourni, c'est que je me plains toujours que Pierre Poilievre, il répète toujours, mais quand on dit la cassette des politiciens, lui, il a amené ça à un autre niveau. Là. C'est du mot à mot, les mêmes lignes. Et là, il est complètement sorti de ces lignes-là. Il a mis de la viande autour de l'os, sur l'inflation, sur l'accès au logement. Donc, ça, je pense que sur la sécurité, sur
toute la pensée conservatrice que tu travailles, tu gagnes ta paye, bien, il faut qu'on t'en laisse. Il faut qu'on soit récompensé quand tu travailles fort, qu'on ne te prenne pas toute ta paye par l'impôt. Il a réussi, à mon avis, à bâtir quelque chose. Bon, où ça va mener, il reste longtemps avant les élections. Là. Paul, en terminant, je veux qu'on entende le ministre Duclos qui est revenu sur les premières attaques de M. Poilievre quand il a mis les pieds au Québec. M. Poilievre arrive avec son arrogance et son insolence pour traiter de gens incompétents, les insulter. Ça m'a choqué, ça a choqué beaucoup d'autres personnes. Paul? On n'a jamais entendu M. Duclos comme ça. Je pense que ça dénote du côté des libéraux. On commence sérieusement à être nerveux en ce moment. Oui, mais ils sont en retard de 5 jours pour la bonne réaction. C'est peut-être ça aussi qui est le problème avec... Quand on se demande ce qui cloche chez les libéraux, là. Il y a un décalage. Un décalage horaire. Entre l'Inde et le Canada, ça. C'est ça. Merci à vous trois. À demain. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est ce qui complète notre émission du jour. Merci d'avoir été des nôtres. À demain.